Là, bonjour tout le monde et bienvenue au téléséminaire international des IREM du mois de mars 2023 où on va écouter le témoignage des participants au projet Jeunes enseignants, des jeunes enseignants qui ont participé au colloque Espace mathématique francophone en 2022, en décembre 2022 à Cotonou. Voilà, donc la parole sera distribuée par Nadine Grappin, qui était la responsable, avec Stéphane Favier et Pierre Dossou-Dossa, ainsi que Doris Janotte, de la coordination de ce petit groupe. Voilà. Nadine, si tu veux bien. Oui, merci Christian. Alors, je vais partager mon écran normalement. Voilà, donc normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, ok, oui, non, c'est juste que je m'organise. Je sais plus, j'ai perdu l'habitude d'utiliser Zoom, je crois. C'est plutôt bon signe. Écoutez, oui, merci Christian, merci Carole, merci Viviane d'avoir prévenu les organisateurs du téléséminaire de la possibilité de donner la parole au groupe jeunes enseignants. Alors, c'est moi qui vais présenter le projet au nom de l'ensemble des responsables du groupe qui sont plus ou moins tous présents. L'idée, c'est en effet d'aller assez rapidement sur la présentation du projet pour ensuite laisser le temps aux 5 jeunes enseignants qui pourront témoigner de leur participation au projet et au colloque. Donc, quelques mots d'abord sur les objectifs, sur l'espace mathématique francophone en général. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez, mais bon, je rappelle tout de même, c'est constitué donc pour promouvoir réflexion et échange au sein de la francophonie sur les questions vives de l'enseignement des mathématiques dans nos sociétés actuelles, au niveau primaire, secondaire et supérieur, ainsi que sur les questions touchant à la formation des enseignants. Donc, des rencontres scientifiques de l'EMF qui ont lieu tous les 3 ans depuis 2000 et qui s'adressent à différents intervenants, donc en l'occurrence mathématiciens, didacticiens des mathématiques, chercheurs, mais pas uniquement. Ils s'adressent aussi aux formateurs, aux enseignants de différents niveaux et finalement à toutes les personnes préoccupées par l'enseignement des mathématiques. Donc, comme vous l'avez vu, le dernier colloque qui a eu lieu en décembre 2022 avait lieu à Paris et les lieux de ces colloques sont choisis pour respecter un équilibre géographique et favoriser la participation d'une communauté francophone la plus large possible, c'est-à-dire avec une alternance nord-sud, le colloque précédent ayant eu lieu à Paris, le colloque suivant ayant lieu à Montréal. Alors, à l'intérieur de l'espace mathématique francophone, donc, se réunit un groupe de jeunes enseignants. C'est vraiment de jeunes enseignants, j'insiste là-dessus, ce ne sont pas de jeunes chercheurs. Certains collègues dans le groupe de jeunes enseignants ont commencé un projet de recherche, d'autres ont pour projet de le faire et d'autres, enfin, ne souhaitent pas du tout se lancer dans la recherche et c'est pas l'objectif du groupe de jeunes enseignants n'est pas de réunir de futurs chercheurs en direct. Donc, les objectifs de ce projet jeune, finalement, ils s'inscrivent dans ceux plus généraux des colloques de l'EMF, renforcer la coopération entre chercheurs, formateurs, enseignants, vivant dans des contextes sociaux et culturels différents et ayant des préoccupations communes quant aux questions touchant à l'enseignement des mathématiques. Alors, je pense que les jeunes enseignants tout à l'heure témoigneront justement de la coopération qu'ils ont pu vivre entre ces différentes sphères. Participer au débat sur l'enseignement des mathématiques, ainsi que leur contribution à l'élaboration de perspectives d'avenir. Et là, l'avenir, c'est justement nos jeunes enseignants. Favoriser la prise de conscience chez les enseignants, formateurs, chercheurs de leur rôle dans l'élaboration de la culture mathématique de leur pays respectif. Et puis enfin, contribuer au développement dans la communauté francophone de la recherche en didactique des mathématiques et de ses retombées, notamment sur les formations initiales et continues des enseignants. Donc ça, c'est pour les objectifs un petit peu généraux et vous allez voir comment ces objectifs ont pu être
remplis lors du pré-colloque et puis lors du colloque. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'ont fait les jeunes. Quelques mots sur les origines et un petit peu l'histoire du projet Jeunes enseignants, donc, qui a vu le jour à Grenoble en 2000, finalement, avec une délégation de jeunes enseignants québécois qui étaient venus assister au colloque en France. Et puis, en 2006, où finalement l'échange a eu lieu en sens inverse, puisque c'est une quinzaine d'enseignants stagiaires français, cette fois, qui est allé à la rencontre de jeunes enseignants québécois. Et puis, vous le voyez après, au fur et à mesure des années, finalement, ce groupe de jeunes enseignants s'est ouvert à d'autres pays, puisqu'à Dakar, en 2009, c'était des jeunes enseignants de Tunisie, du Burkina Faso, du Québec, de France et de Suisse, qui ont pu rejoindre leurs collègues sénégalais. En 2012, 25 jeunes, cette fois avec encore davantage de pays. En 2018, à Paris, 15 enseignants de 9 pays différents. Et puis donc Cotonou, alors j'ai laissé Cotonou en 2021 parce qu'initialement le colloque était prévu en 2021 et puis vous le savez, à cause de la pandémie, il a été reporté en 2022. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des mois passants, on a vu aussi notre groupe de jeunes enseignants un petit peu s'étioler pour au final se terminer avec donc 10 enseignants. Donc, vous voyez ici leurs prénoms et puis les pays d'où ils viennent. Donc, Marianne du Québec, Samy du Maroc, Tiendou du Sénégal, Audrey Donatien et Freddy du Bénin. Donc, tout à l'heure, vous aurez le plaisir d'écouter Marianne, Samy, Tiendou, Audrey et Donatien témoigner de leur participation au colloque. Et puis, il y avait aussi 2 jeunes enseignants français et 2 jeunes enseignants suisses. Ce qui faisait donc en tout un groupe de 10 jeunes enseignants, encadrés donc par 5 personnes, donc Pierre, Stéphane, Doris et moi, on s'est un petit peu présenté tout à l'heure, et puis Nathalie Essonnier, qui ne peut être malheureusement présente ce soir, mais à qui on fait un petit coucou parce qu'elle nous a quand même beaucoup aidé dans l'accompagnement de ces jeunes. Alors, quelques mots pour vous expliquer la façon dont est constitué le groupe de ces jeunes enseignants. Donc, chaque représentant des pays représentés au sein de l'EMF dans le comité scientifique a été contacté en 2019 et charge à lui de nous communiquer, s'il le souhaitait, les coordonnées de 2 jeunes enseignants qui seraient susceptibles d'être intéressés par le projet. Donc après, on a pris contact avec ces jeunes enseignants qui ont donné plus ou moins suite à nos sollicitations. Et donc, voilà, c'est pour cette raison que tous les pays ne sont pas représentés. Et donc là, cette année, on avait seulement 10 jeunes enseignants. Et donc, je l'ai rappelé ici, tous ne se destinent pas à des activités de recherche. Alors, qu'est-ce que l'on a fait durant le pré-colloque avec ces jeunes? Alors là, j'ai fait un planning, comme ça vous permet de voir ce qu'ils ont vécu et puis aussi de voir la façon dont on a travaillé avec eux durant ce pré-colloque. Donc, vous voyez des temps de présentation des systèmes éducatifs de des différents pays. Donc, présentation des systèmes éducatifs, mais aussi des systèmes de formation d'enseignants du primaire et du secondaire. On a eu un temps aussi d'observation de classes béninoises, donc des classes de primaire, collège et lycée, donc avec un temps bien sûr de préparation des observations et puis un temps de retour. Et puis aussi des temps d'activité culturelle, donc avec une visite de Porto Novo et une visite du centre de promotion de l'artisanat à Cotonou. Et puis, on avait prévu de laisser le dimanche après-midi libre pour que les jeunes enseignants puissent finaliser la préparation de leur présentation au colloque. Puisque justement, lors du colloque, donc comme tout participant au colloque EMF, ils vont suivre du début jusqu'à la fin un groupe de travail et participer à ces travaux. Mais dans le cadre du projet spécial 1, ils vont présenter leur travail de mémoire, de master, enfin, travail de mémoire. Donc, chacun d'entre eux a fait une présentation durant les plages dédiées au projet spécial. Alors, les 5 collègues qui sont là reviendront un petit peu plus en détail justement sur les thématiques de leur mémoire. Là, pour rappel, mais je ne vais pas tout lire, vous avez l'ensemble des thématiques des mémoires qui ont pu être
présentés lors du colloque. Donc, vous pouvez voir qu'on a aussi bien des jeunes qui enseignent au primaire ou au secondaire, des thèmes de mémoire qui sont très variés, sur la géométrie, sur les décimaux, sur le calcul, sur les probabilités, sur la symétrie, des travaux sur les jeux, le sens de la vérification. Donc, vraiment des sujets qui sont très variés et qui font aussi l'intérêt des échanges qui ont pu avoir lieu dans le cadre de ce projet spécial. Alors, quelques mots aussi pour vous dire que ces jeunes, on les a accompagnés depuis un moment, à la fois pour leur expliquer le déroulement du colloque, mais aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai touché à rien pour partager. Ah, c'est Samy qui a partagé. Alors, donc, il faudrait que, Samy, tu cesses de partager pour que Nadine puisse retrouver le partage. Non, c'est pas très grave, j'ai presque fini. Est-ce que je peux faire quelque chose, moi? Sinon, je vais. Samy, je reprends la main. Hop, hop. Voilà, ça fonctionne. C'est bon? Oui, Vous oui. voyez? Oui, c'est bon. OK. Oui, mais je comprends, Samy voulait faire un petit essai. Un petit essai, bien sûr, pas de souci. Donc, oui, voilà. Alors, les jeunes ont été accompagnés à la fois pour comprendre ce qui allait se passer durant le colloque, mais aussi pour produire un texte qui figure dans les actes du colloque EMF, donc avec un certain nombre d'attentes, comme on peut les avoir pour tout chercheur qui écrit des actes de colloque. Donc, ce qui veut dire qu'on a pas mal échangé avec eux par mail, d'une part pour les connaître eux personnellement, professionnellement, mais aussi pour connaître la thématique de leur mémoire. Ensuite, pour chacun d'entre eux, un des responsables a suivi le travail et la production d'un texte pour les actes et a accompagné le jeune enseignant du début jusqu'à la fin de l'écriture du texte. Et même encore actuellement, on termine l'accompagnement puisque les actes sont à rédiger pour fin mars. Donc, on est en phase de finalisation sur ce travail d'écriture. Donc, voilà un petit peu pour une présentation générale du projet. On répondra éventuellement à vos questions si vous en avez après. L'idée, c'était vraiment de faire une toute petite introduction pour ensuite donc laisser la place aux jeunes enseignants. Alors, on a choisi, il a bien fallu qu'on choisisse un ordre. Donc, on a commencé par les collègues béninois qui nous ont super bien accueillis. On les remercie encore. Donc, Donatien et Audrey. Puis, vous voyez, progressivement, on va remonter. Tiendou au Sénégal, Samy au Maroc et puis Marianne au Québec, puisque le prochain colloque ayant lieu à Montréal, ça nous semblait pas mal de faire du Bénin au Québec dans cet ordre. Donc, Donatien, on te laisse la parole. Je ne sais pas si tu as quelque chose à projeter ou pas. Moi, je vais arrêter le partage. Oui, merci beaucoup, Nadine. Et bonsoir tout le monde. Je suis Ezine Donatien, jeune enseignant des mathématiques au Bénin. Alors, j'ai quelque chose à partager. J'ai fabriqué quelque chose. Donc, voilà. Donc, je partage. Je ne retrouve pas mon partage d'écran. Là.
Nous n'entendons plus Donatien. Apparemment, si Donatien a des problèmes, on peut passer à un autre. Donatien, nous n'avons pas vu ton écran. Ah bon, ou bien je laisse la main à Audrey d'abord et je D'accord, reviens. très bien. Audrey. Audrey, nous ne t'entendons pas. Donatien, je vais couper ton micro. Audrey, malheureusement, nous ne t'entendons pas. Oui, vas-y, parle maintenant, Audrey. Non, malheureusement, toujours pas. Alors, je reviens sur le micro de l'appareil. Est-ce que vous me recevez? Tout à fait bien. Tout à fait bien. Ah, d'accord. Donc, essentiellement, c'est mon casque audio qui faisait le jeu. Bonsoir tout le monde. Bon, moi, je m'appelle Fanny Audrey. J'ai aussi quelque chose à projeter. Je reviens rapidement. OK. Est-ce que c'est bon? Allô? Allô? Ça y est, nous t'entendons, Audrey. Oui, mais quand OK, tu d'accord. partages, visiblement, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, comme je le disais, je m'appelle Fanny Audrey. Je suis enseignant béninois et j'enseigne au collège. Comme diplôme le BAPES. Donc, j'ai aussi participé à l'EMS 2022. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve dans cette téléconférence pour vous briefer sur comment j'ai vu le pré-colloque et le colloque de l'EMS 2022. Alors, lors de ce colloque, j'ai présenté, disons, la recherche que j'ai effectuée dans le cadre de la soutenance pour l'obtention de mon BAPES. J'ai travaillé essentiellement sur le thème enseignement et apprentissage des nombres décimaux en classe de 4e. Approche, je montre ça. Au sujet plateau, difficulté, approche de solution. Alors, lors de cette, nous avons combiné par des questionnaires que les apprenants du CEG Le Plateau, éventuellement les apprenants de la classe de 4e, éprouvent des difficultés pour comparer, pour manipuler les nombres décimaux écrits sous la forme d'un produit de puissance de 10 par un entier relatif. Et donc, nous avons proposé une fiche pédagogique pour résoudre le problème. Et nous avons testé cette fiche en utilisant un design adéquat. Alors, revenons sur le pré-colloque. Lors de ce pré-colloque, j'ai essentiellement été marqué par l'harmonie dans laquelle nous avons vécu, malgré les différences de tout un chacun, parce que c'est presque tous les pays, bon, quelques-uns des pays francophones réunis, mais malgré nos différences, nous sommes restés ensemble, nous avons partagé plein de choses ensemble. C'était formidable. Et encore une chose, c'est l'accompagnement très admirable des encadreurs. Bon, ils étaient vraiment super sympas. Ils ont aidé à rédiger des documents vraiment de qualité scientifique. Moi, j'apprécie le document chaque fois que je reviens vers ce document-là. Et pour finir, les différents travaux de recherche présentés lors du colloque même ont réveillé mon désir ardent pour la recherche
et mon intérêt pour la didactique des mathématiques. Et d'ici là, je compte même me lancer dans un master de recherche, essentiellement pour la didactique. Donc, voilà un peu ce que j'ai à vous partager à propos de mes vécus lors du colloque. Merci. Merci Audrey. Donatien ou Samy, vous êtes prêts? Bonjour. Bonjour. Nous t'entendons, Samy, C'est bien? mais nous voyons l'écran de Donatien, par contre. D'accord. Donc, si Donatien est prêt. Donatien, il faut réactiver ton micro. J'ai bien peur que nous ayons des problèmes techniques avec Donatien. Alors, Samy, vas-y. Prends le lead. Bonjour. Bonjour, Samy. Je me présente. Je m'appelle Sami Drahi. Je suis célibataire de nationalité marocaine. Et je vis actuellement à Casablanca. Le Maroc est un beau pays un pays que j'espère que vous aurez l'occasion de visiter bientôt. En ce qui concerne mes études, j'ai obtenu un diplôme Bac plus 4 de la faculté de sciences à Ain-Choc de l'université Hassan II, puis un diplôme d'enseignement du centre de formation des enseignants de la région de Casablanca-Stade. Actuellement, je suis professeur de lycée qualifiant à l'école Farabi, en banlieue de la ville de Victoria, à Casablanca. J'ai appris la méthodologie de recherche scientifique auprès de l'excellent professeur Saïd Abou Hanifa lorsque j'étais au centre de formation. Je le remercie et je le félicite pour son soutien et ses encouragements à lancer dans le domaine de la recherche en mathématiques pour améliorer mes compétences et contribuer au développement des compétences des élèves, ce qui est bénéfique pour notre pays. Voici un bref aperçu de mon parcours. Merci pour votre attention. Maintenant, on passe en ce qui concerne mon projet personnel. Mon sujet de recherche porte sur le développement d'un mécanisme de vérification chez les élèves. Ce sujet n'est pas une idée nouvelle, car j'ai observé ce problème pendant plusieurs années. J'ai observé ce problème pendant plusieurs années, alors que j'exerçais mon métier dans une classe. J'ai remarqué que le mécanisme de vérification chez les élèves était presque inexistant, ce qui a attiré mon attention sur cette problématique. Il est nécessaire d'étudier et de rechercher une solution. Je vais présenter ci-dessus un résumé de ma recherche et vous prie d'agréer mes salutations respectives. Maintenant, je vais partager mon écran. Voilà mon propre projet. C'est développer le sens de vérification chez les élèves, encadré par Saïd Abou Hanifa, c'est mon professeur. Le plan de mon projet, il y a l'introduction, question de recherche, aspect théorique, outils d'analyse, analyse des résultats, éclairage des résultats et conclusion.
Pour l'introduction, nous travaillons sur le concept de vérification pour les élèves de troisième année collégiale en portant de l'idée que l'autovérification a un effet important sur la performance des apprenants. Nous avons mesuré l'existence de l'autovérification de l'élève en situation de résolution de problèmes pour les concepts d'équation, inéquation et encore pour les situations problèmes. Nous avons commencé à enseigner le calcul algébrique. Nous nous sommes rapidement aperçus que beaucoup d'élèves avaient des difficultés, en particulier avec les notions de la résolution des équations, des inéquations et des situations problèmes. Nous avons alors émis l'hypothèse que l'utilisation de moyens de contrôle de ces résultats pourrait permettre à un élève de prendre conscience de ses erreurs puis remédier. Question de recherche. À quel point les élèves de la troisième année collégiale marocaine, environ de 15 ans, sont capables de vérifier les résultats de leur production pour les concepts d'équation, inéquation et de situation problème. L'aspect théorique. Qu'est-ce que l'autovérification? Pour résoudre une situation pédagogique, dans cette matière, l'élève doit être en mesure de vérifier les résultats obtenus et de juger de leur crédibilité. C'est cela constitue ce qu'on appelle l'autovérification de l'élève qui est l'effectif de la réalisation d'une situation par Némi en 1990. Les types d'autovérification copiés en 1993, vérification basée par les anticipations. Exemple, la distance est positive. Toujours, on trouve la distance est positive. Et encore, est basée sur les vérifications basées sur le retour de la situation problème. Exemple, vérifier la compatibilité des résultats avec l'énoncé d'exercice. Différente entre vérification et autovérification. L'autovérification est une réflexion prérequise qui réalise la vérification chez les élèves et est un élément important parmi les éléments d'autocontrôle qui ont un rôle majeur dans le choix de la méthode et des règles nécessaires pour résoudre les différentes situations présentées à l'apprenant au cours de son apprentissage. L'autovérification dépend de la conscience mentale de l'apprenant et la vérification est une application qui est réalisée par la réflexion de l'élève dans une situation problématique. L'outil d'analyse. L'outil d'analyse est un instrument pour mesurer le mécanisme de vérification chez les élèves. C'est-à-dire, je pose 3 exercices. Exercice 1 correspond les équations, deuxième exercice correspond les inéquations et troisième exercice correspond une situation problème. Le résultat. Dans le premier exercice qui correspond aux équations, je trouve d'après le tableau, il y a 10 personnes, c'est-à-dire 3 élèves parmi 30 élèves dans une classe qui ont vérifié leurs réponses d'une manière directe et autres, c'est-à-dire 80% ne savent plus comment arriver à vérifier parce qu'il y a un problème de métaconnaissance. La métaconnaissance ne se situe pas au niveau de la connaissance mathématique, c'est-à-dire dans la définition, théorème, propriété, mais plutôt au niveau des réflexions sur cette connaissance et par conscience, l'apprenant ici était incapable d'anticiper et vérifier et valider la consigne. Donc, pour le deuxième exercice, c'est-à-dire les inéquations, toujours, je trouve trois éléments parmi 30 élèves qui ont vérifié leurs réponses de manière encore directe et 80% n'arrivent pas à vérifier le problème réside dans l'interprétation mathématique à travers l'anticipation des écrits obtenus auprès les apprenants. Et par conséquent, l'apprenant est incapable d'anticiper par comparaison pour vérifier la consigne proposée. Mais dans la situation problématique, c'est-à-dire exercice 3, je trouve que d'après le tableau et d'après les mesures, que 20% des élèves qui ont fait poser l'inconnu, mettre l'équation, résoudre, mais enfin ne pas vérifier leur réponse. On observe qu'il y a 90 élèves qui n'arrivent pas à répondre. Et il y a un problème avec le prérequis des consignes précédentes.
Voilà un exercice d'après un élève qui, voilà, ici, il pose l'inconnu, il, met, il pose encore l'équation, il exprime l'inconnu et après, il ne donne pas l'explication, c'est-à-dire la vérification. La vérification ici, dans cette copie, il ne trouve pas. Donc, moi, je trouve la vérification chez les élèves. Donc, l'élève ici pose l'inconnu, résoudre l'équation, trouver l'inconnu, mais il n'y a pas de vérification. L'éclairage des résultats. J'étudie les programmes de première et deuxième et troisième année collégiale. Je trouve que euh, la vérification, la vérification est faible. La vérification qui se trouve dans les manuels, vérification par changement des registres et vérification, d'autres vérifications qui, je trouve, fragiles pour les élèves. Euh, Conclusion. Les résultats apportent un éclairage par rapport des types perçus en lien avec la vérification. Le besoin de développer des stratégies de vérification chez les apprenants par information massive. D'autres défis selon les participants résident dans l'aspect de la confiance en les mathématiques, car le manque de pratique en vérification et d'activation du mécanisme de vérification par les élèves dans le domaine mathématique est perçu comme un obstacle au développement de la stratégie de vérification. Maintenant, euh, euh, on parle un peu de précologue. Pour le précologue, j'ai rencontré des gens professeurs comme moi, du Canada, du Bénin, de France, de Genève et du Sénégal. Et nous avons échangé les systèmes éducatifs de chaque pays sur la, la supervision de le professeur Nadine, du professeur Stéphane et du professeur Pierre. Et je les remercie sincèrement pour leur excellent encadrement. Et il y a eu des échanges d'opinions et d'informations dans le cadre de la découverte et de l'ouverture scientifique et culture entre nous. Et il y a eu des visites dans des écoles publiques au Béninoises. Nous remercions le Béninien pour son hospitalité et son accueil chaleureux, ainsi que le professeur et inspecteur Pierre pour son bon traitement. Maintenant, on parle un peu de colloque. Pendant la conférence, un espace a été réservé au projet des gens et j'ai présenté mon projet sur le développement d'un mécanisme de vérification pour les élèves. Après ma présentation, des intervenants de différents horizons, enseignants, inspecteurs et des chercheurs dans le domaine, ont échangé de manière constructive sur l'importance de cette recherche, son contenu et ses implications pour l'avenir du système éducatif. J'ai ensuite rejoint le groupe G3, différentes pensées mathématiques, pendant la semaine de la conférence, où plusieurs projets différents et variés ont été discutés par des chercheurs de différentes régions du pays. Ma contribution a été de poser des questions à ces chercheurs pour mieux comprendre leur projet à l'aider et le défendre. Cette expérience a été très enrichissante pour moi car il m'a permis de découvrir que la recherche scientifique est un domaine exigeant qui nécessite rigueur et sérieux pour résoudre les problèmes de l'éducation malgré les difficultés rencontrées. Je remercie les professeurs Idrissi et Abou Hanifa, ainsi que la comité scientifique pour le soutien et j'espère être à la hauteur de leur attente afin de notre visée de donner plus pour faire avancer les mathématiques. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Samy. Très bien. Est-ce que Audrey, Donatien ou Tiendou, vous voulez rajouter quelque chose? Visiblement, partager l'écran, il y a un peu de problème avec ça, mais si vous voulez faire au- simplement au microphone, ça pourrait être utile si vous avez des choses à rajouter. Merci. Oui, peut-être je vais faire ma présentation. Merci, Tiendou. Bon, mais il y a quelqu'un qui est en train de partager son écran apparemment.
Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente, Kiel Ludiak. Je suis professeur de mathématiques au lycée Lamine Gueye de Dakar, au Sénégal. Je suis aussi doctorant en didactique des mathématiques à la FACEF, Faculté des sciences de l'éducation et de la formation au Sénégal. Je suis en troisième année de thèse. Donc, la thématique de recherche. Donc, je travaille avec la didactique de la géométrie, plus précisément sur les transformations géométriques. Et c'est pourquoi, lors du colloque, j'ai fait une présentation d'un article que j'ai déjà publié portant sur les transformations géométriques dans les programmes sénégalais. Donc, pourquoi les transformations géométriques en tant que professeur de lycée? Donc, au début de mon projet de recherche, je me suis rendu compte que l'enseignement des transformations est un peu laissé en rade au secondaire au Sénégal, surtout dans les séries SE, SE, c'est comme sciences expérimentales. Donc, il fallait donc, en ce moment-là, essayer de voir pourquoi les enseignants laissent en rade l'enseignement des transformations et comment ça a été prévu dans le programme de mathématiques sénégalais, suivant les différentes réformes. Donc, ensuite, après ça, j'ai un peu creusé sur des transformations non conservatives qui ne concernent pas le barycentre, par exemple. Il y avait le camp de l'inversion géométrique. Je suis en train de préparer un deuxième article sur cela parce que là aussi, dans le programme de mathématiques sénégalais, il est dit dans les commentaires qu'on doit donner des exemples de transformations ne concernant pas le barycentre. Mais on s'est rendu compte aussi que les enseignants, souvent, n'en donnent pas. Parfois même, ils ne connaissent même pas, ils n'ont même pas d'exemple de transformation qui ne concernent pas le barycentre. Donc, il était assez opportun de voir comment réintroduire ça dans les programmes sénégalais et déjà voir l'importance des transformations non conservatives et les exemples. Déjà, déconstruire le mot transformation parce que même au sens étymologique du terme, on peut penser que transformer, ça doit toujours transformer des figures, alors que presque toutes les transformations vues au collège, au lycée, c'est des transformations qui concernent toujours les formes, qui transforment des triangles en triangles, des droites en droites, des cercles en cercles. Donc, l'élève pouvait même penser que toutes les transformations font la même chose. Et l'inversion, je pense que c'est un parfait exemple qui transforme un cercle en une droite ou bien vice-versa. Donc, c'était ça. Maintenant, en ce qui concerne le précolloque, comme l'a dit mes prédécesseurs, donc, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que déjà ici au Sénégal, la recherche en didactique, c'est du nouveau. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Déjà, je peux dire qu'en ce moment, je suis le seul à faire une thèse en didactique au Sénégal des mathématiques. Donc, dans ce milieu où il n'y a pas beaucoup de didacticiens, vraiment, parfois, je me disais, est-ce que j'allais même pas arrêter et refaire les maths? Parce qu'ici, bon, souvent, on fait d'abord des maths avant de faire la recherche. Mais quand je suis venu au Bénin et j'ai vu autant de didacticiens, autant de thèmes, vraiment pendant 2 semaines où ça vivait la didactique, là, je me suis dit non, je vais rester avec ma didactique, quoi. Maintenant, j'ai une famille, quoi, en fait. Il y a beaucoup de gens qui font vraiment de la recherche en didactique et se développer dans le monde. Donc, finalement, je reste avec la didactique. Vraiment, ça m'a donné ce goût-là. Bien sûr, hormis, comme l'a dit mes camarades, Nadine Grappin et Pierre Doucet qui nous ont vraiment aidés, qui nous ont même, je dirais, entre guillemets, couvés pendant le précolloque. Donc, vraiment, j'ai aussi appris en visitant les écoles béninoises, surtout leur lycée, leur classe de terminale, comment ils font les choses. Ça m'a beaucoup aidé. Et faire une étude comparative de ce que nous faisons au Sénégal et voir ce qu'il y a à améliorer. Et qui m'a aussi donné des pistes même de recherche sur ce que je suis en train de faire. Par rapport aux présentations, peut-être aussi, j'ai noté celle de Marianne. Marianne. Ah, c'est Samy qui n'a pas coupé son micro. Donc, la présentation de Marianne sur l'enseignement des probabilités à l'école primaire, aussi ça m'a beaucoup attiré. Aussi, la présentation
comment il s'appelle encore, de Jean-Jacques des îles Mayotte, surtout avec les fondis, là où vraiment euh, la culture mathématique ressort de la tradition. Je pense que ça m'a donné beaucoup d'idées, surtout en Afrique où vraiment on a une tradition orale. Souvent, il y a beaucoup de mathématiques dans ce que nous faisons, surtout dans la langue Wolof. Mais comme souvent, ceux qui gardent la tradition ne font pas l'école française, on peut penser qu'il n'y a aucun lien entre les connaissances empiriques africaines et les connaissances mathématiques. Donc, tout ça, c'est grâce à ce colloque que j'ai pu vraiment vu des étincelles jaillir et ça m'a donné beaucoup d'idées. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là. Sinon, Nadine va dire que je vous avais dit que Jack est trop bavard. Donc, je vous remercie tous et merci de nous avoir donné aussi l'occasion de nous exprimer et de rencontrer de nouveau d'autres personnages. Donc, merci. Merci beaucoup, Tiendou. Alors, Marianne, maintenant, de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, voilà, je suis prête. Je vous partage un lien si vous voulez accéder au diaporama, mais je vais quand même partager mon écran. Donc voilà, bonjour à tous et à toutes. Je suis Marianne Aumier, je suis étudiante au doctorat à l'Université de Sherbrooke au Québec. Donc pour ma part, je vais vous présenter brièvement mon parcours et mes intérêts de recherche, puis aussi des réflexions là, autour de l'idée de l'intérêt de partager nos recherches là, à l'international comme dans le colloque EMF on a fait récemment. Donc, alors, comme premier élément de contexte, il importe de souligner, là, donc, comme Christian vient de dire, que je suis au Québec. Ici, c'est l'avant-midi, il fait environ moins 10 degrés Celsius, mais c'est aussi que je me situe dans un système socio-éducatif qui est légèrement différent là, de ceux d'Europe ou d'Afrique francophone. Donc, au Québec, c'est en terminant le baccalauréat qu'on peut obtenir un brevet d'enseignement. J'ai terminé mes études de premier cycle en 2019, mais j'avais aussi commencé à travailler comme auxiliaire de recherche. Donc, j'avais le sentiment que le monde de la recherche, c'était pour moi et c'est la raison pour laquelle j'ai fait une maîtrise en sciences d'éducation. Ici, au Québec, la maîtrise, ce n'est pas obligatoire pour enseigner. Donc, c'est une maîtrise en recherche que j'ai fait plus particulièrement en didactique des probabilités. J'ai publié mon mémoire à l'automne 2022, tout en ayant récemment commencé un doctorat en éducation. Donc, c'est les réflexions issues de mon mémoire que j'ai présentées à l'EMF en décembre dernier. Et puis là, contrairement à mes collègues européens ou africains, c'est un mémoire de maîtrise de recherche et non un mémoire de fin d'études professionnelles. Donc, brièvement, quelques éléments clés de mon mémoire là, qui vont permettre de situer mes intérêts de recherche. D'abord, l'incertitude et le risque sont omniprésents là, dans la vie de tous les jours. Et pour cette raison-là, plusieurs systèmes d'éducation à travers le monde ont inclus l'enseignement-apprentissage des probabilités dans leur programme scolaire. Au Québec, c'est particulier alors que les probabilités sont un des 5 domaines mathématiques qui sont prescrits dès le début du primaire, donc dès 6 ans, on enseigne les probabilités au Québec. C'est un domaine qui présente néanmoins là, des particularités conceptuelles par rapport aux autres domaines mathématiques, dont le caractère non déterministe des phénomènes incertains ou aléatoires, et aussi la cohabitation de 3 approches probabilistes pour aborder les situations incertaines. Donc, les approches qu'on voit ici, l'approche théorique, l'approche fréquentielle et l'approche subjective. Selon plusieurs personnes chercheurs, là, ces 3 approches, par leur complémentarité, devraient contribuer à l'enseignement-apprentissage des probabilités. Donc, dans mes travaux, je m'intéresse particulièrement à l'approche subjective, dans laquelle une personne émet une estimation probabiliste en se basant sur une analyse de l'information qui est disponible à un moment donné au sujet d'une situation incertaine. Plusieurs travaux de recherche l'ont argumenté que cette approche pourrait contribuer à soutenir le développement du raisonnement probabiliste des élèves dès le primaire, entre autres par l'utilisation d'un raisonnement qualitatif et aussi par le déploiement d'un jugement critique au moment d'évaluer une situation qui est incertaine. Donc, ces différents constats appuient l'idée que l'approche subjective devrait faire partie de l'expérience d'apprentissage des probabilités qui est offerte aux élèves. Or, il nous amène aussi à nous questionner quant à la place qu'elle occupe en classe du primaire. Donc, une analyse de quelques ressources didactiques pour l'enseignement des mathématiques au Québec a montré que l'approche subjective occupe une place très marginale dans ces ressources. Puis, une enquête sur les pratiques déclarées d'enseignement des probabilités, toujours au Québec, a montré que peu de personnes enseignantes du primaire qui ont répondu disent connaître ou intégrer l'approche subjective dans leur classe. Or, là, bien que ces travaux nous apportent un éclairage sur les pratiques qui sont déclarées des personnes enseignantes pour l'enseignement des probabilités, des questions demeurent là, quant à son intégration en contexte réel d'enseignement. Donc, dans les classes, pour vrai,
comment cette approche-là est intégrée ou pas. Donc, il apparaît nécessaire là, de dépasser l'étude des pratiques déclarées des personnes enseignantes pour plutôt étudier l'activité enseignante en contexte réel et le regard que les personnes portent aussi là, sur cette activité. J'ai donc mené une recherche collaborative avec 2 enseignantes du primaire. Chacune des 3 étapes du modèle de recherche collaborative, là, la co-situation, la coopération, la coproduction, sont liées à un critère de double vraisemblance là, qui s'appuie sur l'idée que les personnes chercheurs et les personnes enseignantes ont des activités et des contraintes différentes et donc que la collaboration et la recherche devraient permettre à chacune d'en tirer profit de manière différente. Notre collaboration a débuté par une courte rencontre d'introduction pour valider l'intérêt des enseignantes envers la recherche. Puis ensuite, lors de l'étape de coopération, les données ont été recueillies lors de 3 actes professionnels clés de l'activité enseignante, donc la planification d'une tâche d'enseignement-apprentissage qui a été inscrite dans l'approche subjective des probabilités, son pilotage en classe et un retour réflexif sur la tâche et sur son pilotage. Donc, en guise de très bref aperçu d'un des résultats de la recherche, je souligne qu'au début de la collaboration, j'ai d'abord présenté des tâches d'enseignement des probabilités qui intègrent l'approche subjective aux 2 enseignantes qui ont affirmé ne pas connaître les approches probabilistes et aussi, elles ont dit à plusieurs reprises que les tâches leur semblaient vraiment très différentes de ce qu'elles font habituellement dans leur enseignement. Ça fait écho aux résultats de l'enquête sur les pratiques déclarées là, que j'ai présentées précédemment. Or, les éléments qui ont été observés lors de la séance de pilotage m'ont amené à considérer que les enseignantes semblaient intégrer déjà l'approche subjective dans leur enseignement en dépit du fait qu'elles affirmaient le contraire. Et puis, lors de la rencontre réflexive finale, là, les enseignantes ont appuyé mes propos en disant qu'elles avaient réalisé en pilotant la tâche que finalement, c'était plus proche de leur enseignement habituel qu'elles l'auraient pensé. Les enseignantes ont souligné qu'elles avaient déjà l'habitude, par exemple, de questionner les élèves, de les amener à émettre des hypothèses, de faire évoluer celles-ci là, à la lumière de leurs réflexions. Donc, elles ont pris conscience d'une facette de leur activité qui était plutôt implicite. Évidemment, là, si vous êtes intéressé à en apprendre davantage, là, j'ai mis des liens. Vous pouvez consulter les ressources que j'ai mis en lien. Donc, je vais prendre le temps qui me reste là, pour réfléchir à l'idée de partager la recherche en prenant appui sur l'exemple de ma participation au colloque EMF. Donc, tout d'abord, je me suis questionnée à savoir c'est quoi l'intérêt pour des jeunes personnes enseignantes ou chercheurs de partager nos recherches à l'international. Dans le programme du colloque EMF, là, comme Nadine nous l'a présenté plus tôt, il est souligné qu'une des visées de l'EMF, c'est de promouvoir les réflexions et les échanges au sein de la francophonie sur les questions vives de l'enseignement des mathématiques dans nos sociétés actuelles. Et puis, ben, cette visée a vraiment fait écho pour moi là, à plusieurs apports de ma participation au colloque qui m'a permis de diffuser les réflexions, mais aussi de recevoir des rétroactions, de créer des collaborations, d'entrer en contact avec d'autres recherches, mais surtout avec d'autres personnes, que ce soit des jeunes enseignants, les inspecteurs, des chercheurs de renommée internationale, donc qui ont à leur tour permis d'enrichir mes réflexions. Et qui sait, peut-être que celles-ci vont mener éventuellement à de nouvelles recherches. Puis ensuite, je me suis demandé qui pouvait participer ou partager dans de tels événements. Donc, pourquoi le colloque EMF fait-il une place particulière aux réflexions des jeunes enseignantes ou enseignants et non seulement à des chercheurs de renommée? Encore une fois, le programme pouvait m'offrir une piste de réponse en soulignant l'importance du développement d'une communauté qui est riche de diversité culturelle autour de l'enseignement des mathématiques, au carrefour des continents, des cultures et des générations. Donc, le MF s'adresse à différentes personnes qui sont préoccupées par les questions qui touchent à l'enseignement des mathématiques, que celles-ci soient mathématiciennes, didacticiennes, étudiantes, étudiants-chercheurs, enseignantes, conseillers pédagogiques, inspectrices ou autres. Donc, après avoir participé au colloque EMF, je peux affirmer que les jeunes enseignants et enseignantes ont vraiment tout à gagner à participer à des événements de diffusion de leurs recherches, mais qu'ils et elles peuvent aussi, à leur tour, enrichir les réflexions de plusieurs personnes là, de la grande communauté de didactique des mathématiques. Donc, en conclusion, c'est donc dire que peu importe notre expérience, notre culture, notre âge ou notre profession, si l'enseignement des mathématiques nous intéresse, c'est pertinent de participer à des événements de diffusion et de partage. Personnellement, moi, j'en retiens qu'au final, nos préoccupations et nos intérêts sont proches, sont complémentaires et que les réflexions de toutes et tous vont forcément être enrichies au contact d'autres personnes qui les partagent. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à consulter les ressources, comme je l'ai dit, et ça me ferait plaisir de poursuivre la discussion avec vous, peut-être même lors du prochain colloque EMF qui aura lieu à Montréal. Merci. Merci beaucoup, Marianne. Alors maintenant, c'est l'équipe organisatrice, là, Doris, Stéphane ou Nadine. Oui. Bon, écoute, on n'avait pas forcément prévu de reprendre davantage la parole. Après, si Doris et Stéphane ou Pierre veulent compléter, c'est avec
C'est avec plaisir. En tout cas, merci, merci aux jeunes d'avoir présenté quelque chose. Je ne sais pas, on n'a pas du tout entendu Donatien. Est-ce que c'est uniquement un problème de partage, Donatien, ou est-ce que tu ne peux pas du tout intervenir? Parce que si tu ne peux pas partager, c'est pas. Là, il faut que tu mettes ton micro si tu veux qu'on t'entende. Voilà. Allô? Oui, on t'entend. Voilà. Donc, mon thème de mémoire est enseignement et apprentissage de la symétrie en 5e, analyse des difficultés des apprenants et perspectives d'amélioration de l'enseignement. Donc, au cours de notre stage de professionnalisation au Collège d'enseignement public, nous avons remarqué que les apprenants de difficultés, les apprenants de tranches d'âge de 8, 9, 10, 11 ont des difficultés à manipuler les instruments géométriques, à reconnaître les symétriques des points, des triangles et autres. Donc, nous avons choisi comme thème enseignement et apprentissage des mathématiques en 5e, analyse des difficultés des apprenants et perspectives d'amélioration. Donc, au cours de ma présentation, j'ai eu à écouter des reproches. On a parlé par rapport à l'amélioration de mon thème, les approches, les stratégies que j'ai utilisées. Ceux qui étaient là ont trouvé des suggestions et ça m'a aidé à améliorer encore mon mémoire. Bon, par rapport au pré-colloque, vraiment, j'étais vraiment content par rapport aux encadreurs, Pierre, Nathalie, Stéphane, Nadine, Doris. Et au cours du colloque aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Surtout, j'ai appris comment il faut mener des recherches, comment il faut utiliser, quelles sont les thématiques, quelles sont les différentes stratégies à utiliser pour faire des recherches. Vraiment, ça a été une expérience très, très inoubliable pour moi. Merci beaucoup. Merci bien, j'ai fini. Merci Donatien. Je vois qu'il y a Salimata qui est dans la salle. Je ne savais pas si c'était la Salimata que je connaissais ou pas. Peut-être qu'on peut lui laisser la parole aussi, puisqu'elle était participante au projet Jeunes en 2018. Elle nous a mis un petit mot dans la conversation. Christian, qu'est-ce que tu en penses? Excellent, effectivement. C'est une très, très bonne idée, Salimata. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Bonsoir. Désolée, il y a un peu de bruit nuisible, de nuisance à côté de moi. C'est pourquoi Mais je vais essayer d'aller vite. Nadine, c'est bien moi? Attendez, je vais essayer. Est-ce que vous me voyez? Non? Nous t'avons vu. D'accord. Un enfant qui rigole, ça n'est pas une nuisance. Alors, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis bien de EMF 2018. Nadine, on était ensemble à Paris-Gennevilliers, bien sûr. Donc, je ne connaissais pas trop la didactique avant EMF. C'est à travers EMF que j'ai découvert le milieu de la recherche en didactique des mathématiques et tout de suite, j'ai eu une passion, un coup de foudre pour la discipline. Du coup, je me suis tournée vers la didactique après EMF. Donc, actuellement, je finalise mon master à l'Université Paris 7 et j'étais également avec Nadine et avec Fabrice comme enseignant, je voulais le dire. Voilà. Et aussi que EMF 2018 m'a permis également d'avoir des collaborations en dehors de mon pays qui est le Mali. Donc, j'ai pu connaître également le système éducatif de certains pays qui ont participé au projet Jeunes et j'ai vu la différence qu'il y avait entre leur système éducatif et la nôtre, bien sûr. Voilà. Merci. Et merci à Nadine surtout et aux collègues encadreurs de EMF 2018 aussi. Merci Salimata de ce témoignage, c'est très sympathique, merci. Alors, du coup, oui, vas-y Christian. Non, mais Pierre, Doris ou Stéphane, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose de votre point de vue d'encadreur?
Et Christian, je crois que c'était une expérience très, très enrichissante. Et puis, les jeunes l'ont dit, ils ont redit encore plusieurs fois. S'il c'était à refaire, je serais volontiers à le reprendre indéfiniment. Merci, Christian. Merci Pierre, monsieur l'inspecteur. Stéphane ou Doris, qu'est-ce que... Oui, je veux bien intervenir, si vous m'entendez, oui. Moi, je voulais souligner vraiment la solidarité qu'il y avait eu pendant le colloque, là, au sein du groupe. C'était vraiment formidable. Et ce que j'en retiens, moi, c'est vraiment une formidable aventure humaine qui m'a vraiment beaucoup touché, Je crois que j'ai mis longtemps, en fait, à redescendre un peu après le colloque, parce que c'était vraiment des moments très, très forts et très, très enrichissants. Donc voilà, je voulais les remercier, en profiter pour les remercier et puis leur dire tout le plaisir que j'ai eu à être à leur côté pendant le colloque, un petit peu avant, pendant l'accompagnement à l'écriture. Donc voilà. Merci. Merci à toi pour ton travail. Doris? Oui, ben, j'étais déçue de ne pas pouvoir participer à EMF sur place, mais j'ai vraiment apprécié lire les travaux des jeunes enseignants. C'est vraiment stimulant et vraiment intéressant de voir ces travaux, en fait, de voir l'éducation mathématique à travers différentes cultures, différentes places dans le monde. On en apprend énormément sur notre propre culture et en tout cas, j'espère que le pré-colloque à Montréal sera bien, qu'il y aura beaucoup de jeunes participants, de jeunes enseignants qui vont pouvoir participer. Merci bien. Nadine, le mot de la fin? Oh, le mot de la fin, je ne suis pas sûre que ce soit de la fin, parce que j'espère qu'il va y avoir encore d'autres échanges après. Mais en tout cas, je crois qu'en effet, on a tous et toutes vécu une belle aventure humaine et puis scientifique aussi. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses les uns des autres. Puis vous remarquerez surtout, j'en ai pas parlé, mais ce qui a aussi permis de souder le groupe au-delà des activités culturelles, c'est tout le temps qu'on a passé ensemble à côté, parce que, en fait, je ne l'ai pas précisé, mais on était tous logés au même endroit durant le pré-colloque, avec des temps, évidemment les temps de travail, mais aussi les temps de pause, de repas le soir. Et c'est ça aussi qui a permis de faire un groupe, vraiment de souder un groupe de jeunes enseignants qui continuent d'échanger ensemble, d'ailleurs par WhatsApp assez régulièrement. Et puis après, je crois que Doris, je ne suis pas très inquiète sur le prochain colloque à Montréal. Bon, écoute, le projet jeune, je pense, sera encore un bon moment. Oui, les matchs de foot, tu vois, je ne voulais pas trop le dire, Christian, parce que je sais que pour Samy, ça a été un peu douloureux à un moment, donc je ne voulais pas le réévoquer. Ok, merci. Félicitations à vous tous et vous toutes pour votre travail. Et donc, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser des questions à ces jeunes enseignants et leurs encadrants. Fabrice, est-ce que ce n'est pas trop galère de trouver des financements? C'est une bonne question, Fabrice, pour les déplacements des jeunes. Excellente question. Je crois que là, on peut remercier la CFEM, et comme Viviane est là, en tout cas pour la France, puisque c'est la CFEM qui a permis la participation des 2 collègues français. Pour les collègues béninois et les collègues africains en général, c'est EMF qui a pris en charge leur participation. Et après, pour les collègues des autres pays, là, je ne sais pas trop. Je sais que parfois, on a encore des jeunes enseignants qui sont encore étudiants, qui ont encore le statut d'étudiant, et là, ce sont les universités qui participent. Mais sinon, quand ils sont enseignants, je ne sais pas d'où viennent les financements. Marianne, je sais pas, pour toi, c'est l'université, je pense, qui avait participé à ton déplacement. Oui, l'université a pris en charge, mais l'université a pris en charge parce que je suis étudiante, mais aussi parce que je suis chargée de cours à l'université. Donc, j'avais amplement le budget. J'ai été vraiment chanceuse pour ça.
Et moi, je peux compléter pour les enseignants suisses, c'est le laboratoire, enfin l'équipe de recherche de Genève qui a pris en charge les frais. La question que tu soulèves, elle est vraiment importante. Hein. C'est un vrai souci. Voilà. C'est un frein aussi à ce que certains jeunes puissent participer, ça c'est sûr. En particulier quand c'est transatlantique. Jamila, levez la main. Oui, merci Christian. Je vais d'abord remercier les jeunes enseignants et jeunes chercheurs pour le travail qu'ils ont présenté. Mais en fait, j'ai une petite question par rapport au projet de notre collègue marocain, je n'ai pas retenu le nom, excusez-moi, sur le processus de vérification. Samy. Donc, il a mené une expérimentation pour le niveau de 3e, si j'ai bien compris. Je voulais savoir l'effectif, donc sur combien d'élèves et sur combien de temps. Voilà, c'est ça ma question, juste par curiosité. Merci. Sinon, merci. Voilà. Alors, Samy. Bonjour. Oui. Bonjour. Tout va bien. Ça va? Oui, on t'entend. Pour l'effectif, j'ai choisi 30 élèves de manière aléatoire dans une classe. J'ai basé sur un test. La durée de test, 1 heure, pas de plus. Et après, j'ai ramassé les copies et je prends mes mesures. Je prends les mesures, c'est-à-dire je construis un tableau qui éclairait le résultat que j'ai obtenu d'après chez élèves. J'obtiens que la vérification n'existe pas. C'est-à-dire il existe d'une manière trop faible. Voilà. D'accord. Merci. Parce que en t'écoutant justement, j'ai eu la réflexion suivante. Je me suis dit peut-être que le processus de vérification pourrait varier selon le thème. Parce qu'il y a des thèmes qui sont plus abstraits pour les élèves. Du coup, plus théoriques, on va dire, ça ne leur parle pas, quoi. Ils ne vont pas penser à faire la vérification. Mais peut-être que dans d'autres domaines, ils penseraient plus à faire la vérification. C'est pour ça que j'ai posé la question. Sur combien de temps? Est-ce que c'est une seule fois sur un thème donné? Voilà. Mais merci pour ta réponse. De rien. Merci. Alors, Bernadette de Nice. Oui, bonjour. La main. Je vais dire un petit mot. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, fort et clair. Tu peux parler. Alors, je vais dire un petit mot qui sera complété par Carole Baheu, que je n'ai pas vu sur la liste, mais qui est là, paraît-il. Alors, est-ce que vous savez, ou alors je vous fais part, de la vie d'un groupe de travail qui s'appelle GREMA, et que certains d'entre vous connaissent bien, groupe de réflexion sur l'enseignement des mathématiques en Afrique. Certains parmi vous doivent en avoir entendu parler. Bon, nous n'avons pas pu, malheureusement, plusieurs d'entre nous, nous n'avons pas pu participer à EMF et nous vous en aurions parlé davantage. Mais peut-être avez-vous rencontré des membres de notre équipe là-bas. C'est un groupe de travail qui est créé depuis de longue date, depuis plus d'une vingtaine d'années, et donc qui est basé à Paris, en tout cas pour l'instant, hein, groupe de réflexion sur l'enseignement des mathématiques en Afrique. Vous reconnaissez GREMA, vous avez sur le site, de toute façon, vous avez effectivement des échos parfois de la vie de GREMA. Et nous avons aussi, malheureusement, quelque chose qui ne fonctionne pas assez souvent, mais la lettre de GREMA dans laquelle vous pouvez nous envoyer un article si vous le désirez,
Donc, je répète, hein, les initiales GREMA, puisque je n'ai rien à ma disposition pour vous le montrer en ce moment. Je ne sais pas si Christian a quelque chose sous la main, mais je ne crois pas. J'ai mis l'UMF dans le chat. Oui, absolument. Ah, merci. Je n'avais pas vu, effectivement. Donc, vous le voyez sur le côté. Et donc, nous n'avons pas vu faire tout ce que nous désirions pour EMF, mais c'est ouvert et vous pouvez, sur le site de l'IREM, pardon, pas le site de l'IREM, tu peux m'aider, Christian, donc sur le site sur lequel vous êtes allé d'ailleurs, vous pouvez retrouver des traces de gréma, bien sûr. Bon, donc je vais laisser la parole à Carole. Carole, si tu veux dire un petit mot. C'est sur le portail. Et je compléterai éventuellement après. Donc pour gréma, c'est sur le portail des IREM. C'est pratiquement au même endroit que le lien que j'avais donné, le premier lien sur le portail des IREM. Non, bah, tu as bien présenté. Moi, j'ai simplement faire, et je mettrai dans le chat après, j'ai envoyé un lien pour ce téléséminaire. Certains ont eu le lien par différents moyens ou par Nadine Graham qui a transféré le lien ou par EMF, qui a été par Adolphe Adibou, qui a transféré aussi le lien. On souhaitait continuer à participer, à écouter, à également parler pour le titre. Il faut m'écrire, on est à plusieurs à réfléchir aux intervenants, mais il faut m'écrire, je vais le mettre directement après. On a aussi une commission internationale inter-IREM où on parle, j'ai entendu tout à l'heure, du langage que Jean-Jacques Salone avait parlé, de la langue orale, etc. On parle aussi un peu de tout cela dans la commission internationale. Et si vous voulez que je vous rajoute sur la liste pour savoir l'actualité par rapport à ça, c'est pareil, il faut m'écrire, je vais le mettre sur le chat. Et déjà, une première annonce, samedi 11, donc samedi prochain, on va parler des compétences. Ça va être autour des compétences, aussi bien dans différents pays. Donc, si ça peut intéresser. Donc, voilà, je vais mettre mon adresse mail, c'est pour que je puisse vous rajouter sur la liste de la commission internationale, qui est aussi la liste pour le téléséminaire. Merci. Oui. Merci. Il y a Ginou qui demandait la parole. Oui, merci. Oui, Henri Danginou du Bénin. J'ai eu la chance de participer à l'UMF 2022. C'était la première fois. J'en ai récolté pas mal de choses. Même en termes de collaboration, l'UMF m'a donné beaucoup de choses. Il y a eu des gens ici que j'ai déjà contactés dans le cadre de mes travaux. Et puis, ça, ce sont des retombées de l'UMS. Je voudrais donc remercier les organisateurs et remercier tous les chercheurs qui avaient été du côté de Cotonou. Voilà, mais j'ai une question à poser à Samy par rapport à sa présentation. Il parle de vérification, c'est-à-dire le réflexe que les élèves devaient avoir pour vérifier et systématiquement les résultats qu'ils obtiennent, voilà, par rapport à des consignes précises qu'ils ont. Alors, moi, mon interrogation, ma question, c'est par rapport à ce qui leur avait été enseigné. Est-ce que à ces élèves-là, il avait été enseigné
vérification. Est-ce qu'on le leur a enseigné? Est-ce qu'on leur demandait ça? Et pour qu'on puisse chercher à voir s'ils ont cette attitude à vérifier. En fait, s'ils n'avaient pas l'habitude de le faire en classe, bon, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut penser avoir cette compétence à leur niveau. Voilà, donc, ma question est vraiment dans ce sens-là. Qu'est-ce qui était prévu en classe? Est-ce que les professeurs leur exigeaient la vérification? Voilà, donc, je crois que je suis bien compris. Hein? Voilà, je vous remercie. Merci Henri. Bonjour, ça va? Allô? Allô? Oui, très bien, tout va bien. Vas-y, parle. C'est très bien. Merci, professeur, pour cette question. Moi, en réalité, je cherche de faire une pratique de vérification dans la classe. Je ne trouve pas la vérification, c'est-à-dire il n'y a pas vérification chez les élèves. À cause de quoi? J'en sais pas. À cause des professeurs ne travaillent pas avec les élèves, d'exercices concernant les vérifications ou pas, j'en sais pas. Moi, mon thème concerne de faire une vérification, c'est-à-dire de pratiquer la vérification chez les élèves. Moi, j'ai donné des mesures sur le tableau qui montrent que l'élève n'a pas de vérification. Voilà. Dans la conclusion que j'ai donnée en fin de mon thème, moi, j'ai donné quelque chose, c'est-à-dire le professeur pratique ça parce que le mécanisme de vérification est plus important. Il est très, très, très important dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans les mathématiques, dans le physique, dans n'importe quelque chose. Voilà mon... Bon, merci. Donc, il n'y avait pas de préparation, c'était juste comme ça. Tu n'as pas essayé de mettre en place une expérimentation pour mesurer l'impact d'une formation à la vérification chez les élèves. OK, Oui. Merci. Jamila, est-ce que tu veux prendre la parole? Tu as laissé ton micro ouvert. Oui, en fait, je voulais dire juste à Carole, quand elle a pris la parole par rapport au contact, que moi, je ne recevais pas ces mails. C'est la deuxième fois que je reçois le lien pour pour le séminaire par Adolphe. Je ne sais pas pourquoi, et pourtant, j'ai envoyé l'adresse mail et tout. J'ai changé d'adresse mail, mais je ne reçois rien de Carole. Voilà. C'est juste ça. Je vais essayer, Jamila, de passer par mon adresse mail perso. Tu es sur Hotmail? Non? Tu es sur quoi? Oui, mais je t'ai changé, je t'ai donné une autre. Je t'ai donné Gmail. Oui, la première adresse, effectivement, c'était Hotmail. Mais je t'ai donné une autre avec Gmail. Bon, je ne sais pas. Je vais faire attention que la fois prochaine, je te l'enverrai avec mon adresse mail pour toi parce que effectivement, on a des problèmes. Hein. On a été blacklisté pour certaines adresses. On ne sait pas pourquoi, mais ça vient de notre serveur. Hein. D'accord. Okay. Merci. Okay. Mais contente de te voir. Donc, merci à toutes et à tous pour ce téléséminaire intéressant. Alors, donc Bernadette veut parler, je crois. Il faut réactiver le microphone, Bernadette. Et en particulier, si tu nous dis qui est prévu pour le mois d'avril. Voilà, vas-y, tu peux parler maintenant. Je ne sais pas encore qui sera présent au mois d'avril. Par contre, je peux dire que nous avons une réunion du groupe GREMA à la fin du mois et que si vous désirez que nous vous tenions au courant des activités ou des questions que se pose GREMA, vous pouvez nous envoyer un mail. Voilà. Donc, tu as mis, je crois, Christian, tu as mis GREMA quelque part et vous trouvez sur le site de quoi nous écrire. Très bien.
Sinon, je peux mettre mon adresse en plus. Est-ce que tu peux ajouter mon adresse comme tu le sens? La Carole Baheu, c'est bien, je pense. Oui, Voilà. vous pouvez aussi me l'envoyer, je retransférerai à Très bien. Bernadette et tout le monde. Donc, nous avons une réunion vendredi à la fin du mois. Et donc, si vous manifestez un intérêt, on peut vous tenir au courant du Très bien. projet. Voilà. Merci à toutes et à tous. Donc, on vous souhaite un bon mois de mars et donc au début du mois d'avril pour la prochaine télé-réunion qui n'est pas complètement stabilisée. Au revoir, bon mois de mars. Au revoir. Au revoir. Merci.